avec le professeur Shalom Sadik pour un autre épisode de notre podcast sur la philosophie juive de Lausanne à Jérusalem. Dans le dernier épisode, nous avons parlé de Maïmonide. C'est un thème gigantesque, on ne peut pas le finir en 20 minutes, mais par la suite, on va en parler plus. On va essayer d'aborder le thème des Tamia Mitzvot, un peu, le thème de comment se rapprocher de Dieu par la philosophie. Mais je voulais terminer cette section, cet axe sur la philosophie juive médiévale. J'ai dit au début de cette petite série, sous-série, on parlait de la naissance, de l'apogée, on a parlé de Rabbi Yehuda Levi et du Rambam, et on doit parler du côté triste maintenant, que les personnes comme moi, comme vous, professeur Sadik, et comme beaucoup d'autres, regrettent beaucoup la disparition ou le passage en sourdine de la philosophie juive. Il fut un temps où c'était quelque chose de très influent dans le judaïsme, et puis elle est presque disparue. Pendant longtemps, grâce à vous et d'autres, on essaye de faire renaître cette approche. Moi, je le dis toujours, c'est plutôt dans certains cercles séfarades qu'on l'a fait, on l'a fait revivre. Vous avez l'espoir, et je soutiens cet espoir, que cette vision des choses se répand au-delà du monde séfarade. Et moi, je commence par le petit, mais en tout cas, peut-on, professeur Sadik, parler un peu de pourquoi la philosophie juive s'est éteinte jusqu'à aujourd'hui, pratiquement? Quelle est la raison, des raisons historiques que vous pouvez nous expliquer? Oui, ce qui s'est passé, en fait, c'est que la philosophie juive, depuis le 9e, 10e siècle, jusqu'au 15e siècle, début du 16e siècle, était un des courants majeurs de la pensée juive. On peut dire qu'au Moyen-Âge, il y avait trois courants majeurs de pensée: le courant traditionnaliste, essentiellement ashkénaze, la Kabbale et la philosophie juive, quand la philosophie juive est née avant la Kabbale. Et en gros, on peut diviser les Rishonim, les sages juifs, entre le 8e, 9e, 10e siècle et le 16e siècle, en trois catégories à peu près égales. Et ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, dans un processus qui a duré moins de 100 ans, la philosophie juive est complètement descendue. Elle n'est pas décédée, elles sont intouchables, elles sont immortelles, mais les gens mortels qui les tenaient sont complètement descendus, ce qui a mis un judaïsme différent de ce qu'on avait avant. Et aujourd'hui, on va essayer d'expliquer les conditions, les choses qui ont entraîné cette triste chose, triste conséquence. On peut diviser en gros les raisons de cette descente de la philosophie juive en deux catégories. La première catégorie, c'est les raisons spécifiquement juives ou essentiellement juives. Et la deuxième catégorie, c'est les raisons qui n'ont fait aucun rapport avec le judaïsme, qui sont générales et qui sont arrivées dans le monde entier sans rapport avec le judaïsme. On va commencer par les générales et après on va se passer aux juifs. Alors, commençons par la première, ou peut-être la première raison, qui est la raison générale du monde entier, et c'est la fin de la physique, d'une manière générale aussi de la philosophie aristotélenne. La philosophie juive médiévale, comme la philosophie médiévale dans les autres religions, s'était développée en symbiose avec la science aristotélite d'Aristote. Et ce qui s'est passé depuis le XVIe siècle, en commençant par l'astronomie d'Aristote, et après c'est passé à la biologie avec les théories comme quoi les poux naissaient de la sueur des cheveux ou des choses comme ça, la science pratique d'Aristote s'est complètement effondrée.
C'est enfin une situation normale pour des sciences comme la biologie ou la physique qui dépendent des capacités techniques de l'homme à se servir de lentilles plus ou moins perfectionnées pour pouvoir arriver à voir des choses plus petites ou plus grandes. Et quand les lentilles sont perfectionnées, nous ont permis de mieux voir les étoiles ou nous ont permis de voir des petites choses qu'on ne pouvait pas voir avant, comme des œufs de poux par exemple, ou des œufs de petits vers. Ça a fait complètement détruit la physique et la biologie d'Aristote, ce qui est une conséquence normale. Ce qui s'est passé, c'est que dans un processus naturel du point de vue psychologique, mais sans fondement du point de vue moral ou philosophique, le fait que la biologie et la physique et l'astronomie aristotelienne s'effondrent a entraîné dans leur chute la morale et la métaphysique. Ce qui n'était pas forcément, ne devait pas forcément exister. Qu'on voit par exemple les arguments de Maïmonide pour l'existence de Dieu, il y en a qui dépendent de l'astronomie aristotelienne, mais il y en a qui dépendent de choses qui n'ont aucune relation avec. Donc, ce qu'on aurait dû faire, c'est en fait séparer des choses qu'on peut continuer à adopter dans la pensée médiévale, des choses qui sont devenues importantes du point de vue historique, mais plus du tout actuelles du point de vue scientifique. C'est un processus qui aurait pu se faire dans la philosophie juive. On sait qu'il aurait pu se faire parce qu'il s'est fait dans la philosophie chrétienne. Donc, le courant, par exemple, thomiste chrétien, qui était autant que Maïmonide dépendant de la philosophie aristotelienne, a développé à partir du 16e, 17e, 18e jusqu'au 20e siècle, probablement jusqu'au 21e même, a développé des penseurs. Le dernier, le plus connu du siècle passé était Étienne Gilson, qui a écrit en français, il était français qui enseignait au Canada, et ils ont fait exactement ce que j'ai dit. Donc ils ont séparé ce qu'on pouvait continuer de croire ou d'adopter ou qui était encore valable du point de vue philosophique, de ce qui était devenu complètement inadéquat ou complètement dépassé du point de vue scientifique. Et c'est quelque chose que la philosophie juive aurait pu faire la même chose, mais qu'elle n'a pas pu faire pour les raisons qu'on va expliquer maintenant. Alors ça, c'est la première raison qui vient de la situation générale du développement de la science. La deuxième, qui a aucun rapport modique avec le judaïsme, mais qui était particulièrement quand même importante dans le judaïsme, c'est le développement de la laïcité. Au Moyen Âge, il y avait un débat entre ceux qui croient au surnaturel et ceux qui ne croient pas au surnaturel, mais le débat était entre des gens religieux. Et ceux qui pensaient que le surnaturel existait et ceux qui ne pensaient pas que le surnaturel existait étaient des rabbins, étaient des penseurs religieux qui pensaient que les mitzvot c'était quelque chose de très important, certains pour des raisons surnaturelles et certains pour des raisons complètement psychologiques ou sociales, mais qui n'étaient pas moins importantes à leurs yeux. Et ce débat existait au Moyen-Âge. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec le début de la laïcité, on va l'expliquer en 3 mots dans les prochaines minutes, beaucoup de gens qui ne croient pas au surnaturel ont trouvé leur voie vers la laïcité et ont en fait privé la philosophie juive médiévale d'une partie de ses supporters. Ils ont été aidés en ça par les traditionalistes religieux qui ont dit aux gens qui ne croyaient pas au surnaturel qu'ils ne pouvaient plus être religieux et les ont poussés vers la laïcité. Et ce qui s'est passé avec la laïcité, elle s'est développée essentiellement, contrairement à ce qu'on pense, pas au XVIe, mais après la deuxième moitié du XVIIe siècle. Le XVIe et le début du XVIIe siècle sont parmi les moments les plus religieux de l'histoire européenne, contrairement à ce qu'on croit. C'est l'époque des guerres de religion. Et les guerres de religion montrent, même plus que les croisades, un sentiment profond de religiosité, et chez les protestants et chez les catholiques, qui sont entretués dans pratiquement toute l'Europe, essentiellement l'Europe centrale, donc la France, l'Allemagne, la Suisse, même il y a eu des guerres de religion. Oui, nous en avons ici un exemple avec les catholiques et les protestants, les Bernois qui ont envahi le canton de Vaud. Oui, c'était la guerre du Sonderbund. C'est vraiment la guerre civile. C'est le titre de notre podcast de Lausanne à Jérusalem. Ici, on parle de Lausanne. Voilà, donc il y a eu des guerres de religion en Suisse, la division entre les cantons catholiques et les cantons protestants, la mort de Zwingli tué par les catholiques.
tout à Zurich. C'était l'époque des guerres de religion dans toute l'Europe, essentiellement en France, en Suisse, en Allemagne, dans les Pays-Bas qui se sont fait séparer en deux, entre Belgique et Hollande sur ce sujet, et aussi en Angleterre, là où c'était à trois, entre les anglicans, les puritains et les catholiques. Donc ça, c'était plutôt à trois qu'à deux. Mais ça prouve l'intense religiosité du XVIe et du XVIIIe siècle. Ce qui s'est passé, c'est qu'après 150 ans de guerre de religion, et pour des raisons diverses autres que ça, l'Europe a été fatiguée de la religion. Et il est né, en fait, le parti des politiques, il a commencé en France, après il est passé dans les autres régions, qui était pour transformer la religion en quelque chose de privé et séparé entre l'État et la religion. Et ça a donné naissance, avec des théories anti-religieuses ou libérales ou libertaires ou déistes comme Voltaire et des gens comme ça a donné tendance, ça a donné naissance à la laïcité moderne. Les Juifs ont été plus attirés que les autres par la laïcité pour deux raisons principales. Premièrement, la majorité des Juifs étaient dans les régions de la bourgeoisie moyenne de la population et des villes européennes. Et c'est dans ce genre de couche sociale que s'est développée la laïcité en premier. Les campagnes sont devenues laïques bien après. En France, par exemple, les campagnes étaient encore très religieuses il y a 60-70 ans. Elles le sont encore plus aujourd'hui que les villes. Mais les villes sont devenues laïques beaucoup plus rapidement. Et les Juifs étaient concentrés dans la bourgeoisie moyenne des villes. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que les religieux avaient des tendances antisémites assez importantes. Il y a eu des exceptions, comme le Parti catholique en Allemagne, qui était relativement pro-juif ou philo-sémite, parce que les catholiques voyaient les juifs comme une autre minorité, parce qu'eux-mêmes étaient une minorité à l'intérieur de l'Allemagne qui était plutôt protestante. Mais dans la grosse majorité des cas, les tendances religieuses et conservateurs avaient une tendance des fois royaliste et noble, et tout cette tendance comprenait de l'antisémitisme latent et qui a existé dans la droite religieuse européenne jusqu'à 20 ou 30 ans. Le Rav Di Martino et moi nous rappelons bien qu'il y a 30 ou 40 ans, la grosse majorité des Juifs votaient à gauche et que c'était même assez rare de les voir voter à droite, pas du tout à l'extrême droite. Et c'est une tendance qui s'est inversée ces 20 dernières années. Et maintenant, la situation est pratiquement contraire. Ça, c'est pour une autre raison qu'on parlera une autre fois. Mais c'est un processus qui a attiré les Juifs, ou repoussé les Juifs vers la laïcité, parce que l'Europe laïque était moins antisémitiste, bien qu'il y a eu des exceptions de ce côté-là aussi. Il y a eu des antisémitismes communistes, même au 19e ou 20e siècle. Mais elle était en gros, de manière générale, moins antisémite que la droite religieuse. Alors ça, c'est les deux raisons qui sont des raisons essentiellement générales. Maintenant, on va passer aux raisons qui sont proprement juives et qui montrent en fait pourquoi le judaïsme n'a pas pu développer une philosophie qui a continué la philosophie médiévale, contrairement au catholicisme qui a réussi d'une manière ou d'une autre. Plusieurs raisons. La première raison, qui est la raison la plus claire, c'est l'expulsion des Juifs de Provence et d'Espagne. L'expulsion des Juifs de France, 1398, et de la deuxième moitié de la Provence, qui a été en fait annexée au Royaume de France jusque dans la deuxième moitié du XVe siècle, après l'annexion de la Provence, Marseille, qui était un comté indépendant dont les Juifs n'ont pas été expulsés pendant encore pratiquement 150 ans, 100 ans après. Alors, ça a permis l'exclusion des Juifs d'Espagne, du Portugal et de Provence, a en fait brisé les communautés juives dans lesquelles la philosophie médiévale s'était développée. Et la philosophie aurait pu se développer, aurait pu continuer à se développer, comme l'a fait par exemple la Kabbale, mais pour les raisons qu'on a vues dans la première, les raisons générales, c'était beaucoup plus difficile pour elle. Et les deux ensemble ont créé une situation comme quoi il était beaucoup plus complexe pour la philosophie juive d'arriver à faire l'effort intellectuel et social qu'il fallait pour se libérer de la physique et de la science, de la biologie aristotelienne, comme ont fait les chrétiens. Mais les juifs n'ont pas pu le faire à cause des expulsions qui ont brisé les communautés et les centres de la culture philosophique juive en Espagne, en Provence.
En Italie, il y a une situation un peu spéciale, comme au Yémen, et là, il y a eu une continuation relativement sans expulsion et plus naturelle de la philosophie juive. Et c'est pour cette raison que le judaïsme italien, dont vient le rabbin Martino, Oui. et le judaïsme yémen ont des tendances plus rationalistes qui sont plus naturelles que les autres parties du monde juif. C'est parce que dans ces deux communautés de la diaspora, il n'y a Oui. pas eu d'expulsion, il n'y a pas eu de brisure, de fissure au début du monde moderne qui a éliminé la philosophie juive. Et ça montre, c'était une voie différente vers la modernité. C'est une des raisons pour laquelle, par exemple, les mouvements réformés ou les mouvements plus conservateurs des deux côtés étaient pratiquement pas existants ni dans le judaïsme yéménite ni dans le judaïsme italien, contrairement au judaïsme, aux autres communautés séfarades et essentiellement au judaïsme ashkénaze dans lequel on va parler dans 2 minutes. Donc ça, c'est la première raison spécifique du judaïsme. La deuxième raison, ce qui est spécifique au judaïsme, c'est le changement démographique, qui est quelque chose de très positif, le changement démographique à l'intérieur du peuple juif. Pendant tout le Moyen-Âge, les Sfaradim étaient la grosse majorité des Juifs. Ça végétait en 2 tiers, 85%, ça dépendait des époques. Et même à la fin du Moyen-Âge, après l'exclusion des Juifs d'Espagne, après la conversion par la force ou à moitié par la force des 2 tiers du judaïsme espagnol, le judaïsme espagnol était quand même, le judaïsme séfarade en 1500 est quand même plus grand que le judaïsme ashkénaze. Donc en 1500, on arrive probablement à un ordre de grandeur de 900 000 juifs, une population probablement la plus basse depuis la sortie d'Égypte, 900 000 juifs, desquels quelque chose comme 700, entre 600 et 700 000 sont séfarades. Ils vivent pour la plupart dans l'Empire ottoman, qui est devenu en 1500 la communauté juive la plus importante. Il sera dépassé par la Pologne jusqu'aux environs 2600. Et dans les autres communautés juives, comme en Afrique du Nord, au Yémen, en Irak, en Perse, en Hara, dans l'Orient, et des communautés comme ça. Tandis que le monde ashkénaze, qui a été expulsé d'Angleterre et de France et qui s'est concentré vers l'Allemagne et qui commence à se développer en Pologne, compte environ entre 200 et 300 000 juifs. Cette situation change complètement grâce à un phénomène très positif qui est une explosion démographique du judaïsme ashkénaze. Si en 1500 on a quelque chose comme 200 000 juifs en Europe de l'Est, leurs descendants en 1900 sont pratiquement 14 000. Donc il y a eu x70 en 400 ans du nombre de juifs ashkénazes. Et c'est ça qui a permis au judaïsme de grandir et de devenir une partie relativement importante de la population mondiale. Si au moins à la fin du Moyen-Âge, le nombre de juifs, c'est 0,2% de la population mondiale, pratiquement comme aujourd'hui ou même moins qu'aujourd'hui. Ça dépend comment on compte, c'est une autre question, on en parlera une autre fois. Mais vers 1900, les juifs sont 0,8 de la population mondiale. Donc la population mondiale a beaucoup monté, mais la population juive a monté 4 fois plus. Et la population juive, c'est essentiellement la population juive ashkénaze. En 1900, les juifs ashkénazes sont pratiquement 90%, 85 et 90% de la population juive mondiale. Et c'est une grosse différence. Et ça a une grosse influence sur la pensée juive. Le fait que les juifs ashkénazes ne soient pas des philosophes, pour eux, c'est tout à fait naturel. Ils ne l'ont jamais été. Donc, ce qui a créé un gros changement, une des choses qui a créé un gros changement dans la pensée juive, c'est la question quels juifs ont pensé. Les juifs, par exemple, qui ont essayé de développer une philosophie juive influencée par les chrétiens, comme Mendelssohn, et d'autres juifs en Allemagne à partir du début du 19e ou vers la fin du 18e, ils l'ont fait sur une base religieuse qui était une base religieuse ashkénaze très conservatrice. Donc ils ont pris de la philosophie qui était de la philosophie chrétienne ou qui venait des chrétiens et ils ont essayé de la mixer ou de la mettre ensemble avec un judaïsme qui était très conservateur. Si on voit par exemple quelqu'un comme Mendelssohn, comparé à Maïmonide, mais même comparé à Rabbi Yehuda Halevi, il a une vision de Dieu qui est très, très, très conservatrice. Par exemple, il a des choses, Mendelssohn, qu'il pense qu'on ne peut pas, on peut pas se poser la question si, par exemple,
Dieu a sorti les Juifs d'Égypte ou pas. Pour lui, c'est clair que ça existait. Contrairement, par exemple, à Rabbi Yehuda Halevi, ou bien sûr à Maïmonide, qui arrive à la conclusion que c'est arrivé, mais après avoir posé la question. Donc la manière de faire la philosophie, même des plus radicaux dans le judaïsme religieux allemand, était basée sur une vue du judaïsme qui était beaucoup plus conservatrice que celle des séfarades qui existaient au Moyen Âge. Et ces quatre raisons ont fait mis la philosophie juive dans une situation où d'un des courants majeurs du judaïsme, elle est devenue quelque chose de très très mineur, omis, comme nous l'avons dit avant, en Italie et au Yémen, mais c'était des communautés du point de vue de leur importance démographique qui n'étaient pas les plus importantes de loin là. Et ça a fait que le judaïsme s'est en fait développé beaucoup plus conservateur et beaucoup plus mystique que ce qu'il était au Moyen Âge, comme tous les processus historiques. C'est des processus historiques qui se sont faits, dont on vit les conséquences, mais dont nous, on est les personnes qui écriront les prochaines pages. Donc, ça ne veut pas dire le fait qu'un phénomène historique est arrivé, ça veut dire qu'il est arrivé, on peut le comprendre, mais ce n'est pas quelque chose de déterministe. On peut l'influencer pour les prochaines générations, et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant, en essayant de propager la philosophie juive pour essayer de ressusciter, de faire renaître ce courant de pensée qui, à mon avis, est très important pour permettre au judaïsme religieux d'englober toutes les parties du peuple juif, comme nous l'avons dit dans les dernières vidéos. Merci beaucoup. C'était très intéressant et très important de faire cet excursus historico-religieux. J'ai réfléchi à quelque chose. Par exemple, vous avez parlé de la chute de la physique aristotélienne et qui a entraîné avec elle la chute de la philosophie aussi aristotelienne. Ouais. C'est un processus qui aurait pu se passer dans le judaïsme talmudique aussi. Mais je pense que le Rambam a sauvé le jour. Parce que les sages du Talmud souvent parlent, entre autres, dans l'océan du Talmud, de choses scientifiques qui étaient peut-être adaptées à leur époque, comme une astronomie ptolémaïque, par exemple, mais ça, Maïmonide aussi en parle, mais qu'aujourd'hui on sait que la science, elle s'est développée. Notamment, vous l'avez mentionné, dans l'Ilchot Shabbat, on a le droit de tuer les poux parce qu'ils sont considérés comme une génération spontanée. Aujourd'hui, on sait que ça n'existe pas. Mais je pense que Maïmonide et son fils, dans une partie de Maspik, l'Obde Hashem, quand il aborde les paroles des sages, il nous enseigne que nous devons savoir quel genre de texte nous sommes en train de lire avant de le lire. Et si un sage dit quelque chose que scientifiquement n'est pas juste, ça ne signifie pas que ce qu'il dit dans la halakha ou dans des questions de foi n'est pas juste non plus. C'est sûr. L'autorité d'un sage, l'autorité de quelqu'un vient de sa capacité d'exprimer ses idées. C'est sûr, c'est sûr. Et ce Maïmonide le dit au 14e ou au 13e chapitre de la 3e partie du guide, c'est que les sages, quand ils parlent de science, ils le font comme des scientifiques et qu'il faut juger ce qu'ils ont dit de manière scientifique. Et il y a certaines personnes aujourd'hui qui se servent des erreurs scientifiques du Talmud pour essayer de convaincre les gens de ne pas pratiquer les mitzvot. C'est quelque chose de complètement une ineptie. Les gens le fait que quelqu'un n'ait pas raison du point de vue biologique ou physique, ça ne veut pas dire qu'il a tort du point de vue moral ou du point de vue religieux. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de juifs très conservateurs qui disent le contraire et qui disent qu'on doit croire en tout ce que disent les sages du Talmud, même s'ils disent des choses que c'est clair qui ne sont pas vraies, du point de vue scientifique.
c'est une des choses qui entraîne les gens à être poussés par la religion, et c'est très dommage. Absolument. Moi, je suis un chassid de, si on peut utiliser ce terme, de l'approche maïmonidienne vis-à-vis des Midrashim. Je pense que c'est la différence fondamentale entre, ça c'est ma lecture à moi, entre le judaïsme andalou et le reste du judaïsme. Et ainsi, beaucoup de sages séfarades ont continué cette école de pensée, si bien qu'on a imprimé pendant une période comme introduction à Ein Yaakov, qui est la récolte des Midrashim qui se trouve dans le Talmud, le chapitre sur Mamar al-Drashot Chazal du fils du Rambam. C'est extrêmement important de savoir quelle est l'autorité de la personne qui écrit lorsqu'on aborde un certain thème. Ça, je pense que c'est un processus que le Rambam a réussi dans le judaïsme, au sein du judaïsme, à sauver notre approche et ne pas faire la fin de la philosophie aristotelienne en général. Deuxième chose que je voulais vous demander, c'est, maintenant j'ai perdu le fil du discours, mais c'était vers la fin de votre discussion. Ah, c'est une question que je vous ai déjà posée dans le passé, vous l'avez répondu. Comment ça se fait que dans le monde ashkénaze, il n'y a pas eu de philosophe juif ashkénaze? La réponse, vous l'avez donnée, mais je fais un lien avec ce que vous avez dit sur Mendelssohn et je pense, si je me trompe, que ces penseurs ashkénazes, ils agissaient plutôt comme des théologiens que comme des philosophes. Exactement. Non, je suis entièrement d'accord avec vous. Des théologiens ou des apologistes, oui, mais c'est plutôt comme des théologiens. Donc des gens qui prennent, par exemple, la différence entre la théologie et la philosophie, c'est que la théologie part du principe, prend comme axiome la religion, essaye de la développer du point de vue philosophique. Tandis que la philosophie juive pose des questions si la religion est vraie ou pas, s'il y a besoin de religion ou pas, et arrive à la religion comme une conclusion, mais pas comme un point de départ. C'est la différence entre la théologie et la philosophie. Et Mendelssohn, qui est dans le monde allemand et qui est influencé et par son passé ashkénaze et par la théologie protestante et catholique qu'il connaît bien, prend à ce mode de pensée, un mode de pensée qui n'est pas du tout le même que ceux des philosophes juifs espagnols comme Rabbi Yehuda Halevi, Maïmonide et même comme Rabbi Saadia Gaon, qui de ce côté-là étaient des philosophes beaucoup plus extrémistes que Mendelssohn, contrairement à ce qu'on pense d'habitude. C'est très intéressant parce que finalement, de Mendelssohn, ils n'ont pas directement, mais c'est développé le mouvement réformé dans le judaïsme. Oui, c'est plus complexe indirectement. C'était Mendelssohn a commencé un processus qu'il n'a pas réussi à comprendre ou pas réussi à arrêter, qui est devenu plutôt assimilationniste. Et après, la réforme était une réponse à l'assimilation. Oui. Vous en avez parlé, je pense, dans une des vidéos en hébreu. Oui. Vous avez parlé de Gretz. De Geiger. Gretz, il était conservatif, il était élève de Frankel. Oui, tout à fait. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous, à la prochaine fois. C'était passionnant. On se verra pour la prochaine fois avec un nouveau axe, un nouveau groupe de vidéos où l'on parlera de comment, et si c'est possible, de se rapprocher de Dieu par la philosophie. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. Kol Tov.